Il vient de sonner 7h30 chez nous, mais certainement chez vous. Alors, c'est l'heure de notre rendez-vous. C'est l'heure du rendez-vous de la découverte, de l'information et du divertissement. C'est l'heure de l'émission Bonjour le Faso. Alors, madame, messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. C'est toujours avec énergie, avec le punch que nous vous disons bonjour chaque matin. Et vous le savez, cette semaine, nous sommes installés à Tanguin pour vous faire visiter les barrages de Tanguin. Il s'agit notamment des barrages numéro 2 et 3 de Tanguin. Nous revenons sur l'historique donc de ce barrage. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer de suivre des témoignages de pêcheurs justement qui travaillent au niveau de ce barrage. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons sur ce plateau des journalistes haïtiens qui sont en immersion au Burkina Faso dans des presses burkinabées. Il s'agit notamment donc d'un journaliste haïtien qui est au niveau donc de Savane Média en stage pour un mois. Il s'agit de Samuel Mentor. Également Ornel Paul, lui, il est du côté donc de nos confrères de BF1 pour son stage d'immersion au niveau donc des médias du Burkina Faso. Nous parlerons de l'actualité à Haïti et nous parlerons bien sûr aussi donc de l'univers médiatique burkinabé et haïtien. Alors, pour la rubrique Un œil sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo, nous nous intéressons aujourd'hui au patriotisme. Oui, c'est un mot qui revient aujourd'hui, que ce soit dans le discours des nouvelles autorités aujourd'hui, que ce soit au sein de la population. Qu'est-ce que le patriotisme? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par patriotisme? Quels sont les actes patriotiques? Nous allons en parler tout à l'heure avec Serge Youssef Ouedraogo et nous recevrons également sur ce plateau des annonceurs pour parler de leurs activités et événements à venir. On s'installe bien. Voici pour le menu de ce jour. Tout de suite et maintenant pour l'entrée à la découverte 2. Et nous sommes installés à l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou, précisément à Tanguin, pour vous faire découvrir l'histoire des barrages donc de Tanguin Barrage. Il s'agit notamment des barrages numéro 2 et 3. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter les témoignages de pêcheurs. Vous le savez, ce barrage sert justement donc d'activité économique pour ces personnes-là qui travaillent autour de ce barrage. Il y a des pêcheurs qui vivent justement de la pêche et bien sûr qui vivent des revenus de la pêche. Donc on vous invite à suivre leurs témoignages et on revient juste après pour la suite. Cela fait 10 ans que je travaille dans ce barrage. Actuellement, il n'y a pas assez de poissons. C'est en début de saison pluvieuse qu'on en trouve. L'eau du barrage finit vite. Ce n'est pas comme avant. On se débrouille seulement. C'est ici qu'on gagne à nourrir nos familles. Il y a trop de problèmes. En saison pluvieuse, il y a des herbes sur l'eau. Quand tu mets tes filets, l'herbe l'emporte. Nous avons expliqué au gouvernement de voir le problème du barrage. Nous avons aimé qu'on fasse le curage du barrage pour que l'eau puisse rester pendant longtemps. Je ne connais pas l'âge du barrage, mais ça vaut au moins 50 ans. C'était un cours d'eau. Comme le barrage tarit, les poissons se cachent. Il y a aussi le vent qui déchire nos filets. C'est 2 fois que nous rentrons dans l'eau par jour. C'est le matin à 5 heures et le soir à 13 heures pour vérifier nos filets. Le matin, j'ai vendu mon poisson à 500 francs. Et ce soir-là encore, ça ne va pas dépasser 500 francs. Je ne sais pas quoi faire. Tu ne peux pas rester à la maison aussi. Car s'il y a quelque chose qui se perd, on va dire que c'est toi qui l'as pris. Je faisais autre chose. Il n'y a pas eu entente entre le patron et moi. Et je me suis retrouvé ici, dans ce barrage. Cela fait 2 ans déjà que je suis ici. J'ai eu de l'argent et j'ai payé un pirogue. J'ai payé le pirogue à 50 000 francs CFA. Il faut que le gouvernement nous aide
à curer le barrage et en saison pluvieuse, il faut qu'il enlève les herbes sur l'eau. Je viens d'Apazani. Bon, nous sommes venus ici pour nous soulager un peu parce qu'aujourd'hui, comme on ne fait rien, on s'assoit seulement, on cause, quand on voit et puis on n'a rien à faire. Donc c'est pour cela que nous sommes venus ici, voilà, pour nous soulager un peu. Voilà, on arrive à gagner un peu. Voilà, c'est ici. Voilà, alhamdoulilah, on ne se plaint pas. On vient ici souvent, mais pas tellement. Voilà, pas chaque fois. Parce que si on vient ici, on voit des gens qui viennent pêcher. Ça donne envie aussi pour faire un peu aussi, quoi. Le barrage, en fait, je ne sais pas comment expliquer. Parce que le barrage, c'est belle. Et puis, ça rend la ville belle aussi. Voilà. Ça fait que la ville devient belle. Bon, quand tu passes, tu regardes si c'est la nuit. Quand tu passes, les lumières sont allumées. Bon, tu bois aussi. Bon, c'est un peu éclairant, quoi. On est là, on se distrait, on pêche. Pour la pêche, on est là pour la pêche. Oui, bon, comme c'est une distraction, pour le moment, on a un chômage technique. Donc, bon, pour passer un peu le temps, on vient rester ici et puis passer un peu le temps. D'habitude, c'est les dimanches on venait. Parce que comme le dimanche, c'est le jour de repos, on vient passer le temps ici. Bon, compte tenu de la situation, bon, de temps en temps, on vient ici pour essayer d'échanger un peu, se distraire un peu et puis rentrer. En tout cas, il y en a. C'est pas trop gros, mais au moins, comme c'est pour la distraction, on ne se plaint pas. L'utilité du barrage, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que nous-mêmes, on voit les gens qui viennent pour enlever l'eau, pour utiliser ça pour faire les constructions. Et puis le barrage même, quand tu es ici, bon, même si le jour où tu ne travailles pas, tu viens, tu peux te reposer ici, il fait frais. Bon, c'est vrai que la salubrité n'est pas trop ça, mais au moins quand tu es ici, tu es un peu à l'aise. Et puis bon, ça permet aux gens aussi de venir, parce que voilà, nous sommes là. L'utilité du barrage même, nous sommes là. On n'est pas dans les maquis ni dans les trucs. On vient ici, surtout les dimanches. Le barrage de Ouagadougou a beaucoup d'utilité. On peut dire que c'est juste un passe-temps, quoi. Vu l'avènement du coronavirus, présentement, bon, il n'y a rien comme activité qu'on peut mener. Bon, actuellement, nous sommes les étudiants, mais ça ne va pas. On ne peut pas aller à l'école, il n'y a pas un coin où on peut aller se réfugier. Donc c'est juste un passe-temps pour nous de venir ici au barrage des Tanguins pour nous se réfugier un peu, se distraire un peu, parce que la pêche, c'est une passion pour nous. On arrive à pêcher les poissons, il y a d'autres qui sont gros, moyens, ainsi de suite. C'est dû au corona, comme rien ne bouge. Je suis venu ici pour me distraire un peu avec mon frère et mon grand frère. Le barrage peut servir peut-être à la pêche, à une pêche. Mais généralement ici, la pêche elle est artisanale. Mais il y en a qui utilisent les pirogues pour entrer pour attraper aussi des gros poissons, pour les commercialiser, pour les mettre sur le marché. Bon, pour nous, comment on appelle ça? Pour nous, c'est que nous attrapons. C'est juste destiné à la consommation. On ne les vend pas. C'est uniquement que pour le cuisiner, préparer pour nous-mêmes. Alors, vous écoutiez à l'instant des pêcheurs. Parmi ces pêcheurs, il y a des pêcheurs professionnels, il y a des pêcheurs amateurs, il y a des pêcheurs justement qui font la pêche pour le plaisir tout simplement. Et puis il y a bien sûr ces pêcheurs-là au niveau des barrages de Tanguay qui vivent de l'activité de la pêche. Il faut le souligner, c'est un barrage aussi quand même qui permet donc de nourrir des familles à travers les activités de la pêche. Mais demain aussi nous allons voir donc ceux qui interviennent dans la maraîchiculture, qui interviennent dans le jardinage. Donc c'est une autre activité aussi qui se mène autour donc des barrages numéro 2 et 3 de Tanguay. Ce qui est à déplorer, c'est notamment l'insalubrité donc au niveau de ce barrage. Les citoyens ou les populations jettent malheureusement les ordures au niveau de ce barrage et ce qui contribue à salir malheureusement l'eau et bien sûr rendre les lieux impropres. Aujourd'hui, on parle d'ensablement donc de ce barrage. On n'est plus au temps où on avait un barrage de Tanguay assez profond avec assez d'eau. Malheureusement, le barrage est ensablé et puis il faut songer certainement à aménager encore, à réaménager et puis bien sûr à
amoindrir bien sûr les jets de ces sachets, de ces ordures au niveau donc du barrage de Tanga. L'occasion pour nous de passer le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Tanga et recevez le bonjour de l'équipe de Bonjour le Faso. Pour la suite, nous allons nous informer, c'est à travers la revue de presse. Et la revue de presse est présentée aujourd'hui par Bébé Kodjo Kambo que nous retrouvons. Bonjour à toi Kambo. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui suivent Bonjour les Faso. Alors, nous débutons par quel journal aujourd'hui? Débutons aujourd'hui par Aujourd'hui au Faso. Alors, à la une de Aujourd'hui au Faso ce matin, on peut lire ceci. 5 années de bail présidentiel voté par le CNT au Mali. Contre vents de marée, Goïta veut son quinquennat. Burkina Faso, le Parlement européen condamne le coup d'État et exprime ses préoccupations. 60 morts dans une explosion sur le site d'orpaillage de Gbomblora dans le Poni, le prix de l'usage imprudent des produits chimiques. Chaude journée au Foner, des étudiants lésés envahissent la direction de la structure. Burkina Faso, durcissement des conditions de résidence surveillée des ROC, c'est-à-dire à la page 3. Et nous passons à la une du quotidien Le Pays à présent. À la une du Pays, lettre ouverte au président Damiba. Vous n'avez besoin de compter que sur vous-même et le ciel. T-shirt à l'effigie de Damiba. Attention au culte de la personnalité. Dans la rubrique Mardi politique du journal Le Pays, c'est Adama Koulibaly, président de l'APP Burkindi, qui est à l'honneur. Et il déclare ceci, je cite, « Le MPSR doit observer la plus grande vigilance face aux nombreuses flatteries et sollicitations de certaines formations politiques et autres OSC. Hausse des prix des denrées alimentaires, les évêques inquiets. Explosion d'un site d'orpaillage à Gbomblora, une 60aine de morts enregistrés. » Dans la rubrique Révélation de Le Pays, on lit « Conseil régional des Cascades, le procès du PCR » de nouveau renvoyé. Obsèque du Widi Naba, hommage rendu au plus grand dignitaire du Moro Naba. Et dans la rubrique Actu Foot de Le Pays, on lit Cameroun, pas à sa place, est taclé et recadré par le gouvernement, à lire à la page 13 de Le Pays. À présent, la une de l'Observateur Palga. Sur cette une, on lit ceci. Avènement du MPSR, s'ils sont utiles au peuple, ils n'ont qu'à faire 100 ans. 100 ans. Alors, 100 ans, c'est selon Mousbila Sankara, président ARCN. Site aurifère de Gbomblora Sud-Ouest, une explosion fait une 60aine de morts. Funérailles du Wid Naba Kafo, interdiction de filmer. Nouvelle charte de la transition malienne, Goïta se refait une virginité. Spong, contribution pour une transition apaisée. Et nous passons à la une du journal Les Quotidiens. Le Quotidien nous apprend ceci à sa une. Propos. Isiaka Ouedraogo à propos de la dépigmentation. Nous nous engagerons à faire en sorte que l'on considère désormais la pratique au Burkina comme étant un délit. Revendication de la 4e tranche du Foner. Plus de 5000 dossiers rejetés. Chaude journée au Foner. Journée internationale de la langue maternelle, la langue comme facteur de développement durable. Explosion dans les sites d'or de Gbomblora Sud-Ouest, plus de 50 morts et blessés enregistrés. Et nous partons du côté des Bobo Dioulasso pour voir ce que nous réserve la une de l'Express du Faso. À la une de l'Express du Faso ce matin, on lit site d'or de Gongombiro dans le Sud-Ouest. Le bilan est lourd, au moins 55 morts dans une explosion. Dans la rubrique Autant le dire, on lit MPSR, si vous voulez l'adhésion vraie des Burkinabés. Fin de saison champêtre à Pala, les enfants s'amusent, les anciens commémorent. Dossier Foner rejeté, des étudiants demandent des comptes. Sanctions contre le Mali, le gouvernement saisit la Cour de justice de l'UEMOA. Corruption sur l'achat des véhicules à Banfora, Ngolo et ses complices maintenus en prison. Et nous terminons par les quotidiens d'État Sidoya. À la une des Sidoya ce matin, lavage automobile, Zalissa Ouedraogo, une femme battante.
grande mosquée de Hamdalaï, prières et bénédictions pour le Burkina Faso. Et dans la rubrique Trait de plume de Sidoya, on lit l'énigme talon. Site d'orpaillage de Gbomblora, une explosion fait au moins 59 morts. Donc, voilà ce que nous apprenaient les différents quotidiens ce matin à l'heure 1 Abzeta. Merci à toi, Kambou. Et retour sur quelques sujets d'actualité. La première actualité est triste. Il s'agit notamment de ce drame de Gongombiro. C'est dans la région du sud-ouest. Malheureusement, le bilan officiel fait état de 59 morts et 55 blessés. C'est bien cela, Abzeta. Drame donc survenu hier aux environs de 14 heures dans le site de Gongombiro, commune de Gbomblora, province donc du Poni dans la région du sud-ouest. Alors, comme vous l'avez dit, on note de nombreux dégâts humains comme matériels. Alors, au titre des dégâts humains, vous l'avez déjà dit, on note 59 morts, dont 55 sur place et 4 au centre hospitalier régional de Gawa. Alors, on annonce également 55 blessés, parmi lesquels il y aurait des blessés graves. On ne le souhaite pas, mais on peut s'attendre peut-être à ce que ce bilan s'alourdisse. On ne le souhaite pas. Alors, dégâts matériels également, comme je l'ai dit, parce que l'explosion a dévasté tout sur son passage, tout ce qu'il y avait comme matériel sur les lieux, donc est devenu irrécupérable. Alors, au titre des causes, ce qu'il faut dire, c'est que le communiqué officiel qui a été publié par le ministère en charge des mines indique que les circonstances et les causes ne sont pas encore formellement établies. Mais il y a déjà plusieurs hypothèses. Et l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que ce serait parti d'un incendie. Donc un incendie qui a fini par atteindre un hangar qui servait de lieu de dépôt d'explosifs. Donc, si on veut bien comprendre, ce sont les explosifs qui ont eu donc à causer ce que l'on a aujourd'hui comme dégâts. Okay. Donc, c'est triste, comme je l'ai dit. Oui. Donc, dans son communiqué, le ministère des Mines a indiqué que une délégation donc, du ministère a été dépêchée sur les lieux donc pour aider un peu à faire l'état et les constats d'usage sur place. Et dommage. Le ministère donc a traduit ses condoléances aux familles éplorées. Donc c'est le Burkina qui est en deuil parce que une soixantaine de morts, si on peut le dire ainsi, c'est quand même énorme. Et les sites d'orpaillage, généralement, ce sont des lieux ce sont des lieux de rencontre. J'allais dire, surtout quand on connaît un peu cette région, ce sont des lieux où se concentrent tous les fils du Burkina, si on peut le dire ainsi. Vous pouvez partir dans un site d'orpaillage, vous allez voir des gens qui viennent de partout. Oui. Vous allez voir des gens qui viennent de toutes les régions du Burkina. Donc, c'est le Burkina qui est en deuil. C'est vraiment dommage. Alors, cela rappelle d'autres incidents du passé. Quand on voit cela, on se rappelle tout de suite de l'explosion de l'Arlé en juillet 2014, où une trentaine de maisons s'étaient écroulées. C'était encore un dépôt d'explosifs. Mais on peut dire, heureusement, en son temps, il n'y a pas eu assez de morts, comme c'est le cas dans les sites d'orpaillage. On imagine que ce n'est pas forcément les mêmes situations. Quand vous avez une explosion dans des maisons en dur, ce n'est pas la même chose que si vous avez une explosion dans un lieu où ce sont des paillotes, oui. Voilà, des maisons de fortune qui étaient construites. Donc c'est pourquoi tout est parti un peu en fumée. Alors ça rappelle aussi l'explosion de Silmihiri dans une maison encore. C'était en janvier 2019 à Ouaga, une fois de plus. Donc ça veut dire que on doit vraiment étudier ce problème et puis essayer de trouver des solutions. Voilà, parce que c'est l'usage incontrôlé de ces explosifs qui cause ces dommages-là. C'est ça. Peut-être qu'il va falloir arriver à un moment où un orpailleur qui n'est pas spécialiste de l'explosif ne puisse plus utiliser l'explosif.
quel que soit l'usage qu'il veut en faire, il serait peut-être préférable qu'il fasse recours peut-être à des gens qui s'y connaissent, à l'armée par exemple, pour l'aider peut-être à faire usage de son explosif dans son trou d'or, si on peut le dire ainsi. Ça, c'est possible. On peut faire en sorte que, si un orpailleur a besoin d'utiliser un explosif pour son travail, qu'il puisse faire le recours à l'armée pour que, on puisse contrôler l'usage. Donc, en ce moment, ça veut dire que et le gardiennage et l'usage pourraient être faits par l'armée, au lieu de laisser des gens qui ne s'y connaissent pas conserver les explosifs dans des lieux qui abritent des grands mondes, tout en sachant que quand on parle d'explosifs, ça peut exploser effectivement à tout moment. Oui. Donc, c'est vraiment dangereux. Je sais que normalement, ça devait être contrôlé, mais on ne sait pas comment ces explosifs arrivent à se retrouver dans des sites d'or et souvent mal conservés, sans que rien ne soit fait. Donc, c'est une interpellation. Il faut que peut-être les autorités veillent à cela. C'est faisable, parce que dans presque toutes les régions du Burkina, il y a des casernes militaires. Donc, on peut faire en sorte que les orpailleurs soient obligés de passer forcément par l'armée pour faire usage de ces explosifs-là. Au lieu de laisser des gens qui ne s'y connaissent pas les conserver, mal les conserver, et à chaque fois, on a toujours ces problèmes. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ces sujets. En attendant, nous allons souhaiter que les âmes de ces personnes disparues reposent en paix et surtout prendre rétablissement à ces 55 personnes blessées. Ouais. Deuxième sujet, on s'intéresse maintenant à l'activiste ou influenceur, c'est selon Ibrahima Maïga, qui n'est pas membre du MPSR. Oui, Ibrahim donc Maïga, qui n'est pas membre du MPSR. Alors, c'est le président du MPSR lui-même qui l'a annoncé. Donc, le président du MPSR, président du Faso, Paul-Henri Damiba, qui l'a lui-même annoncé lors d'une rencontre qu'il a eue samedi dernier avec les patrons de médias et les différentes structures associatives des journalistes. Donc, il recevait dans le cadre de ces concertations qu'il a débuté depuis qu'il est arrivé à Kossiam. Donc, c'est là-bas qu'il a dit donc, à ceux qu'il recevait que Ibrahim Maïga n'est pas membre du MPSR. Donc, ça vient confirmer un peu les quelques informations qu'on avait, à savoir que Ibrahim Maïga se serait glissé dans la photo officielle, peut-être sans le consentement de la hiérarchie du MPSR. Donc, c'est l'info qui est donnée maintenant, certainement pour tenter de mettre fin à cette polémique que ça a suscité depuis le 16 février. Parce que pour certains, si Paul-Henri Damiba, qui dit vouloir travailler avec des hommes de grande probité, des gens propres, donc si on s'inscrit dans la logique de ce discours, on ne devrait pas avoir des gens comme Ibrahim Maïga dans l'entourage proche donc, du président. Alors, les gens prennent pour preuve les publications qu'il y a eu à faire sur Facebook notamment, où il n'hésitait pas, par exemple, à dévoiler certains secrets ou à divulguer un peu certaines informations sensibles, voilà, ou à s'en prendre avec des mots souvent pas, j'allais dire, polis, voilà, aux autorités d'antan, au régime Kaboré, notamment au MPP. Donc, bon, le président du Faso actuel veut donc mettre fin à cette polémique en annonçant que Ibrahim Maïga n'est pas membre du MPSR. Bon, sauf que cela va convaincre difficilement les gens quand on sait que l'accès, par exemple, à la salle de prestation de serment était contrôlé. Comment est-ce que Ibrahim Maïga a pu entrer là-bas s'il n'est pas proche du MPSR? Et puis, son retour aussi au pays, juste après les coups d'État, et quand il est arrivé à l'aéroport, il a dit déjà qu'il venait apporter sa contribution. Beaucoup de gens se posaient la question de savoir quelle contribution il pourrait apporter. Quelqu'un qui a voulu renoncer à sa nationalité voilà. en tout temps. Donc, voilà un certain nombre d'interrogations. Donc, c'est vrai que Paul-Henri Damiba dit aujourd'hui que Ibrahim Maïga n'est pas membre du MPSR. C'est l'information officielle, sauf que ça va encore laisser des gens dans des interrogations, parce que quand on analyse un peu les faits, on se pose bien la question de savoir comment il pourrait être à ce niveau à l'instant précis sans être proche ou membre du MPSR. Quoi qu'il en soit, l'information officielle, c'est que Ibrahim Maïga n'est pas membre du MPSR. C'est le président du MPSR lui-même qui l'a dit. Donc, c'est ce qui fait foi.
On prend cette information. C'est bien cela. Et un tour maintenant au Mali, la charte de la transition malienne a été révisée. Oui, et la charte a été révisée parce que la charte dans sa version précédente, j'allais dire, pourrait devenir caduque puisque la transition était, c'est-à-dire les délais qui avaient été fixés ne sont plus tenables. Donc, il fallait forcément réviser donc cette charte de la transition. Donc hier, c'est à l'unanimité que le Conseil national de transition du Mali donc l'a révisé. Et cette révision apporte quand même des nouveautés. D'abord, la première nouveauté, c'est que le nombre de membres du Conseil national de transition a été revu. Donc on passe de 121 membres à 147 désormais. Alors le poste de vice-président de la transition a été supprimé. Vous savez que c'est ce poste qu'occupait Assimi Goïta. Au moment où Bandao était président de la transition, c'est Assimi Goïta qui était vice-président. Donc avant le deuxième coup d'État, il était vice-président. Oui. Donc ce poste a été désormais donc, supprimé à travers cette révision. Autre nouveauté, il y a eu... c'est une charte dans sa nouvelle version qui accorde une amnistie aux auteurs donc, des 2 coups d'État donc, au Mali. D'abord, le coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta et ensuite le coup d'État contre les civils de la première transition, si on peut le dire ainsi, Bandao et Mokhtar Wane, qui était Premier ministre en son temps. Alors, c'est une charte également qui ne fixe plus de délai pour la fin de la transition. Voilà, parce que la charte dispose que la transition finira donc à l'issue de la prochaine élection présidentielle. Donc, c'est ce qui est dit. Et, bon, d'autres parts. Maintenant, la prochaine élection présidentielle, c'est quand? La date n'est pas encore connue, justement. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'appartiendra plus au Conseil national de transition de décider de la fin donc, de la transition. Il appartiendra désormais à l'exécutif et cela sera fonction des discussions qu'il y aura peut-être avec les partenaires tels que la CEDEAO. On annonce déjà que demain, le Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO, donc se rend à Bamako. C'est sûr que ce sont des questions qui vont revenir. Alors, on sait que après les assises nationales de la refondation, il avait été proposé entre de 6 mois à 5 ans. Donc, c'est ce qui est sur la table actuellement. Après cela, après les sanctions de la CEDEAO, l'Algérie qui voulait donc offrir ses bons offices avait parlé d'une transition qui allait durer 16 mois. Et récemment, le président ghanéen, qui est le président de la CEDEAO, parle de 12 mois. Donc, on pourrait s'attendre à ce que Goodluck Jonathan, quand il va arriver demain, peut-être propose les 12 mois dont parle donc le président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. On attend de voir ce qu'il en sera. Ok, merci Kambo. Notre temps est terminé. Rapidement, du moins au niveau de la Fédération burkinabé de football, on voit un comité exécutif qui peine à se réunir quand même. On peut le dire ainsi parce que le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football était censé donc se réunir hier 21 février à 18h. Alors, selon les informations qui nous parviennent, sur les 21 membres du comité, 18 étaient présents. Et des 18 qui étaient présents, 10 ne sont pas restés jusqu'à la fin parce qu'ils ont quitté la salle puisqu'il n'y avait pas d'accord sur l'ordre du jour déjà. Voilà, il n'y avait pas d'accord sur l'ordre du jour. Ça, c'était le premier point de désaccord. Alors, deuxième point de désaccord, il y a des gens qui étaient convoqués dans la salle qui ont été jugés inconnus par d'autres membres, alors qu'il y avait des gens qui devaient être convoqués, par exemple, qui n'ont pas été convoqués ou qui ont été convoqués à la dernière minute, donc qui n'ont pas voulu prendre part donc, à la rencontre. Donc voilà un peu les désaccords qu'il y a eu. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a eu 18, 10 sont sortis, ça veut dire 8 ont pu tenir la rencontre. Bon, on ne sait pas quelle valeur ça peut avoir, puisque selon ce que nous apprenons aussi, c'est que selon les textes du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, pour qu'une rencontre puisse se tenir et soit valable, il faut au moins la présence de 12 membres. Donc ce quorum, par exemple, n'a pas été atteint hier. Mais la décision a été, la réunion a pu se tenir et selon certaines informations, il a été décidé qu'il sera nommé un entraîneur intérimaire. Donc, une commission donc, sera mise en place pour rédiger un cahier de charges que devra respecter donc l'entraîneur qui sera choisi définitivement pour
conduire donc l'équipe des étalons. Et cet entraîneur intérimaire pourrait être l'entraîneur actuel de l'équipe des juniors, soit l'entraîneur actuel de l'équipe des cadets ou l'entraîneur actuel de l'équipe donc des locaux. Voilà. Bon. On attend de voir ce qu'il en sera dans les jours à venir. En tout cas, mais ce qui est certain, c'est que la crise au niveau de la Fédération burkinabé de football est loin d'être terminée. Parce que j'imagine déjà que ceux qui ont claqué la porte hier ne seront pas d'accord avec les décisions qui ont été prises par les autres. Alors, peut-être qu'on s'avance inéluctablement vers un comité de normalisation, comme on l'a vu par exemple en Côte d'Ivoire actuellement. On attend de voir ce que tout cela va donner. Mais ce qu'il faut dire peut-être pour terminer, c'est que ça urge en fait, parce que Côte d'Ivoire 2023, ce n'est plus loin. Si nous restons dans cette guerre, ce n'est pas évident que nous puissions préparer les éliminatoires dans la sérénité. Et ce n'est pas bon pour le football burkinabé. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que l'autorité étatique puisse, même si la fédération, c'est une association privée, mais le football quand même, quand on parle de l'équipe nationale, c'est une affaire nationale. Peut-être il va falloir... Voilà, que l'autorité politique s'en saisisse à un moment donné pour régler définitivement cette question. Merci à toi, Kambo, pour ces analyses. Et nous marquons une petite pause pour aller découvrir justement les couleurs du temps de ces quelques villes d'affaires et on revient pour la suite de ce jour. Et aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous recevons des journalistes haïtiens qui sont au Burkina Faso pour un stage d'1 mois, un stage qui s'achève. Nous allons justement en parler tout à l'heure avec nos invités que nous retrouvons juste après le jingle invité du jour. Ils sont des journalistes venus de Haïti. Ils sont en immersion dans l'univers de la presse du Burkina Faso. Ils ont effectué des stages d'1 mois, chacun dans des rédactions de presse au Burkina Faso, dans le cadre d'un projet de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous recevons pour vous Samuel Mentor, journaliste haïtien. Il a fait son stage à Savane Media, c'est-à-dire chez nous. Samuel, bonjour et bienvenue. Bonjour Mikema, je suis très content et très heureux de partager avec vous le plateau de Bonjour les Faso, bonjour les Faso. Merci bien. Également sur ce plateau, Ronel Paul. Paul, c'est le nom de famille justement. Il est journaliste haïtien en stage donc au Burkina Faso chez nos confrères à BF1. Bonjour. Bonjour Madame Abzeta Nekiema, c'est un plaisir de partager le plateau avec vous et de m'adresser directement au Burkinabé. Et moi, je vais justement vous demander comment ouiller. J'ai bien prononcé? Ah oui, c'est nous en forme. Comment ouiller? Et nous répondons, nous en forme. Nous en forme, ça veut dire ça va bien. Alors, nous sommes en train de parler créole. Créole, c'est la langue parlée justement en Haïti. C'est quand même une langue qui s'apparente un peu au français. Ouais, justement, parce que le créole, c'est une langue à base lexicale française, justement. Donc, on peut dire il y a une sorte de déformation du français. C'est-à-dire quelqu'un qui parle créole, quand une personne s'adresse à lui en français, il ne va pas prendre beaucoup de temps pour comprendre. Il y aura certainement des difficultés, mais c'est pas trop parce qu'il y a une sorte de similitude entre le français et le créole. Donc, quand moi je dis comment ouiller pour dire comment ça va et que Samuel répond. Ouais, non en forme, naboulé. D'accord, ça veut dire je suis en forme. Je suis en forme, oui, bien sûr. Nous sommes. Merci en tout cas, j'ai appris un peu créole. Alors, on va parler maintenant de Haïti. Présentez-nous plus justement Haïti, comment ça se passe là-bas, la vie, Samuel? Bon, Haïti, c'est un pays, c'est la République d'Haïti. Et nous sommes une république depuis le 1er janvier 1804 avec nos ancêtres qui ont proclamé l'acte d'indépendance. Nous formons un peuple joyeux et qui a une histoire brillante. Première république noire, c'est nous. Et Haïti, de 1804 à nos jours, c'est 218 années de dépendance. Et maintenant, comment ça se passe ici, actuellement, dont nous parlons, et la vie ici? Comment ça se passe là-bas? Parce que actuellement, vous êtes au Burkina. Oui, comment ça se passe en Haïti? Et en Haïti, actuellement, il y a une crise politique
qui sévit, une crise sécuritaire. Et maintenant, on n'a pas de président. On sait qu'on a assassiné notre président. Et nos politiciens, nos politiques n'arrivent pas à s'entendre pour trouver un consensus. Et maintenant, ça ne va pas. Mais outre ça, Haïti, c'est un pays à visiter. C'est un pays de merveille. C'est un pays, et c'est l'île même, l'île d'Haïti est un pays de merveille. Et j'invite les Haïtiens à glorifier cette histoire et qui nous rend fiers. Mais Haïti maintenant, ça ne va pas avec les crises multidimensionnelles, on peut dire, économiques, politiques, sociales. Mais Haïti, la vie Haïti, c'est bien. On peut visiter Haïti. Il faut peut-être qu'on ait aussi l'autre regard quand même vis-à-vis de Haïti, parce que quand on parle de Haïti, tout de suite les gens font référence aux catastrophes naturelles, à la crise sociopolitique, à tout ce qui est négatif. Il y a des gens qui arrivent à même dire j'ai pitié de ce pays. Il faut le dire. Qu'est-ce qui fait que justement ce pays-là est vu comme ça? Bon, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des mauvaises presses envers ces pays-là qui ont surtout subi la colonisation. Donc, il n'y a pas que les crises. Il est évident que nous sommes frappés justement par des catastrophes naturelles. C'est normal. C'est des événements, je dirais. Les catastrophes n'ont pas de patrie, n'importe quel pays peut toucher. Il est évident qu'Haïti en fait partie. Mais il n'y a pas que ça, comme Samuel vient de le dire. Donc on fait toujours une mauvaise presse de Haïti pour dire que on ne peut rien faire. C'est pour ternir notre indépendance, étant donné qu'on a... on a fait une chose vraiment extraordinaire. On a proclamé notre indépendance le 1er janvier 1804. Et vous savez qu'à l'époque, l'esclavage, c'était justement le gagne-pain des grandes puissances. Donc Haïti a dit non. On veut justement montrer que nous, les Noirs, ne peuvent rien faire de sérieux. C'est pourquoi on fait justement cette mauvaise presse. Mais en réalité, certes, il y a la mauvaise gouvernance, comme Samuel vient de le dire, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est un pays, justement, où les gens se battent à tous les niveaux, justement, pour essayer de voir, de sortir leur tête de l'eau. Mais il y a toujours cette question de mauvaise gouvernance. Nous n'avons pas vraiment des dirigeants qui sont capables de prendre en main, de prendre de bonnes décisions, justement, pour sortir le pays de ce marasme, justement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une jeunesse qui est en train de prendre son destin en main, justement, pour voir comment est-ce que nous, les jeunes, nous allons faire d'Haïti ce qu'elle était avant. Bien sûr, il y a une vie, il faut le savoir. Alors, 218 ans d'indépendance, mais comment vous jugez justement le niveau de développement de Haïti? Bon, et après l'indépendance, plus de 200 ans après l'indépendance, j'estime ou bien je vois que on n'a pas voulu ça vraiment, ou bien la métropole, ou bien les colons n'ont pas voulu vraiment qu'Haïti soit indépendant. Et voilà, nous nous trouvons dans une situation difficile, avec un niveau de pauvreté extrême, et on sent, bien sûr, nous les Haïtiens, nous devons faire quelque chose, mais il y a le poids de l'impérialisme, il y a le poids des colons qui sont toujours là. Parfois, il y a des gens, ou bien des auteurs qui disent nous sommes toujours esclaves, des esclaves mentaux, et je pense que ils n'ont pas voulu voir Haïti indépendant, et c'est pour cela que nous nous trouvons dans cette situation. Mais je pense également qu'Haïti, avec ces jeunes Haïtiens intellectuels, ils vont prendre la relève, prendre la relève, parce que Haïti, c'est une histoire glorieuse, et c'est un beau pays avec une histoire extraordinaire, et nous allons continuer à faire ce qu'Haïti était d'avant. Et je le dis encore, ils n'ont pas voulu voir qu'Haïti indépendant, et c'est ainsi
Et c'est ainsi que nous nous trouvons ici avec une pauvreté extrême, un pays qui n'est pas encore sur le voie de développement. Alors, Monsieur Paul, quand on discute souvent avec Samuel pour essayer de voir comment la vie se passe à Haïti, très souvent il nous dit que vous vivez des coupures d'eau et d'électricité très souvent. Bon, ça reflète aussi quand même du niveau de développement du pays. C'est à quel degré que vous vivez ces réalités? On peut dire c'est un niveau extrême, parce qu'il y a des endroits où les gens ne voient jamais une petite ampoule allumée chez eux. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas des politiques, il y a des politiques publiques, mais c'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre. Il n'y a pas vraiment des dirigeants qui disent vraiment qu'il faut donner à chacun un mieux-être. Parce que un pays, l'eau, c'est élément de base, c'est essentiel. C'est un pays qui, jusqu'à présent, ne peut pas donner à manger. On parle toujours de problèmes de nourriture, d'eau. Là, il y a un gros problème. Mais justement, comme je viens de le dire, c'est un niveau vraiment extrême. Mais comme on le dit toujours, c'est que nous attendons un dirigeant, nous attendons que nos dirigeants prennent des mesures pour, au moins, en 21e siècle, on ne peut pas toujours parler de coupures répétitives d'eau. Jusqu'à combien de jours, par exemple, vous pouvez vivre des coupures? Chez nous aussi, il y a des coupures, rassurez-vous. On peut passer une journée, par exemple, sans courant. Mais oui, on peut passer des jours aussi où il y a régulièrement, bien sûr, l'électricité. Mais chez vous, c'est à quel degré? Bon, chez nous, on n'a pas vraiment un horaire, comme on peut le dire. Et ce sont nos politiques, on pourrait dire ça encore, ce sont nos politiques, la mauvaise gouvernance, on n'a pas vraiment un horaire. L'État décide de nous donner d'électricité à temps voulu. Vous pouvez assister à une coupure d'électricité durant une semaine? Bon, pas une semaine, mais il n'y a pas vraiment un horaire. On peut nous donner l'électricité pendant 4 heures de temps, 6 heures de temps, mais il y a ces gens qui ont des moyens, profitent d'acheter des matériels électriques pour soit des panneaux, et soit on essaie de vivre. On essaie de vivre. Chacun essaie comme il peut de se débrouiller, mais c'est pas ça l'essentiel, parce que moi, si j'ai les moyens, je peux acheter des panneaux et avoir ma propre énergie, mais ça c'est pas l'essentiel. Donc c'est à l'État justement. Donc et pour la question de coupure d'électricité, d'eau, donc c'est récurrent. Donc comme je le disais, il y a des endroits où les gens ne parlent même pas de ça. Ils vivent comme ça. D'électricité. On ne sait même pas ce que c'est. Vous voyez, donc c'est comme ça la réalité sur ce point-là. Et malgré tout ça, mais les gens essaient de s'adapter quand même. Voilà. D'accord. Maintenant, on va parler justement de ce pourquoi vous êtes là, des journalistes haïtiens au Burkina Faso, en immersion en tout cas au niveau des médias burkinabés. Vous êtes 6 à être au Burkina Faso actuellement dans le cadre d'un projet de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, comment justement vous arrivez au Burkina? Je donne la parole à Samuel. Bon, arrivé au Burkina, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. Et on a en Haïti l'Organisation internationale de la francophonie depuis 7 ans. On est depuis 7 ans, organise un concours pour des jeunes journalistes. Et les jeunes journalistes, quand vous êtes lauréat de ce concours, et on organise des stages à l'étranger pour vous dans des médias francophones pour que vous connaissiez parfaitement ou bien un peu la réalité des autres médias étrangers.
Et c'est ainsi que cette année, d'habitude c'est en France qu'on envoie les lauréats, mais c'est ainsi cette année, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a décidé de connecter Haïti, parce que nous sommes des Africains, de connecter Haïti avec l'Afrique. On a choisi le Burkina Faso. Comme cette année, il y a le procès de Thomas Sankara, c'est une année qu'on peut dire qui va marquer le Burkina Faso. On ne savait pas qu'il y aurait le coup d'État. Parce que là, vous tombez dans un fait marquant, le coup d'État notamment. Oui, comme cette année, il y aurait le procès de Thomas Sankara, et puis l'Organisation internationale de la francophonie a jugé bon de nous envoyer ici, de voir comment les médias burkinabés gère la crise qui sévit ici, gère la question d'information, les fake news, ce qu'on appelle intox, infox, tout ça. On est venu ici comme ça avec l'Organisation internationale de la francophonie. Ok. Déjà, à la base, quand vous arrivez ici, c'était pour un stage d'1 mois. 2 mois. Et dans des médias différents. Samuel est avec nous à Savane Média. Vous êtes chez nos confrères de BF1. Comment vos stages qui tirent vers, en tout cas, leur fin, se sont déroulés? En fait, c'est un stage professionnel où nous travaillons en collaboration avec les journalistes sur place. Moi, j'aime le terrain, j'aime souvent aller sur le terrain, et très souvent, je me trouve sur le terrain avec les journalistes de BF1. Ce sont des pros, je dirais, hein, ils sont très pros. Et là, c'est comme ça, on va sur le terrain, et puis on est revenu à la rédaction écrire nos papiers et faire des reportages. Donc ça se passe très très bien. J'ai un coaching vraiment hors pair là-bas. Et ouais, je tiens à saluer le rédacteur en chef, monsieur Aubin Guébré. Donc lui, il m'accompagne, et surtout, vous savez, ici, il y a une sorte de réticence en ce qui a trait à la circulation des informations. Les institutions ne veulent pas vraiment communiquer, mais quand moi je fais un travail, je suis allé auprès du rédacteur en chef, il répond rapidement: ah ok, je vais te donner un contact. Et quand je me présente, et quand je dis que j'appelle de la part de monsieur Aubin et Guébré, rapide, on me communique l'information, et ça, c'est vraiment bien. Et lorsqu'on a des personnes comme ça qui sont très, très, très accueillantes, qui sont prêtes à partager ce qu'elles ont avec des étrangers, je dirais. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas des étrangers. Je me retourne vers Samuel. Samuel, toi, parce qu'on se connaît pratiquement, toi tu as passé justement ton stage ici à Savane Média. Comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé? Bon, du début à la fin, et ça s'est bien passé avec mon maître de stage et mon mentor, bien sûr, et Rabo, et qui m'a vraiment encadré et m'a donné vraiment tous les atouts qu'il faut, m'a fait connaître l'environnement, que ce soit politico-social et de Burkina. Avant, chef Rabo, avant de m'envoyer sur le terrain, chef Rabo m'a dit: il faut connaître Samuel, il faut faire un résumé de ci ou bien de ça. Et ça a été très bien. Heureusement, encore, chef Rabo, alors Rabo est un professeur, alors il m'a dit, est un professeur du journalisme, il a enseigné ça. Et heureusement, il est très méthodique, c'est un homme très méthodique et je le respecte beaucoup. Il m'a encadré vraiment dans tous les travaux que je devais réaliser. Et s'il y a un problème, chef Rabo dit: il y a un souci, Samuel. Bon, c'est pas seulement chef Rabo, c'est tout le monde ici. Il y a un souci, comment ça va chez vous? Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Et vraiment, je dis merci à Savane FM qui m'a accueilli et m'a donné toutes ces connaissances que je ne connaissais pas. Et on a passé le temps de demander si à Haïti, il y avait ceci, il y avait cela, comment... Voilà, bien sûr, c'est normal, nous aussi on a beaucoup appris. Alors, on va s'intéresser à l'univers médiatique, à l'univers de la presse à Haïti. Comment justement, dans quel univers vous travaillez là-bas? On peut dire que c'est partout à travers le monde, le travail du journaliste
jamais été facile. Donc, en Haïti, nous travaillons dans un univers, je dirais, un peu complexe. Un peu complexe, et c'est comme ici au Burkina Faso, vous savez, pour trouver des informations, il faut passer il faut avoir plusieurs autorisations, et c'est normal. Mais ce qui est encore, qui donne problème, c'est parce que nous, les journalistes, nous vivons de l'information. Il nous faut des données pour communiquer justement aux gens. Mais quand ça va mal, quand une institution ne fait pas bien son travail, là, on te cache des infos. Et c'est comme ça en Haïti. Mais nous essayons parfois d'utiliser tous les moyens possibles pour avoir de bonnes informations à communiquer aux gens. Mais ce qui est important à souligner, c'est que malgré la réticence, malgré nous travaillons dans un univers extrêmement complexe, mais les journalistes gardent toujours le cap. Hein? Ils essaient partout pour voir dans quelle mesure ils peuvent continuer à informer la population qui est un droit. Hein? Les gens ont un droit à l'information et nous, les journalistes, nous faisons en sorte de leur accorder, ou c'est pas de leur accorder, je dirais, c'est de leur permettre de jouir ce droit qu'ils ont. Hein. C'est normal, c'est à peu près les mêmes réalités. Hein. Ne vous attendez pas à ce que des institutions, des structures vous ouvrent facilement les portes pour vous donner des informations, comme vous l'avez dit, surtout quand il y a des choses à cacher. Mais qu'en est-il, par exemple, du nombre des médias, radio, télévision ou encore la presse en ligne aujourd'hui? Qu'en est-il du nombre à Haïti? Bon, ils sont incalculables, ils sont nombreux. Ici, hein. Et ce sont des médias à caractère commercial, surtout en Haïti. Rares sont les médias communautaires, mais surtout à caractère commercial. Et puis il y a un seul radio et télévision, c'est la radio-télévision nationale d'Haïti, qui est un médium d'État où l'État vraiment... Bon, on n'aime pas dire l'État, c'est un média, c'est un médium public, c'est pour les Haïtiens, c'est pour la population, mais c'est pas pour un gouvernement. Et puis pour le nombre de médias, on ne peut pas calculer ça, ils sont beaucoup avec l'avènement de la technologie. Également, il y a les médias en ligne. Bon, il y a, en plus des médias en ligne, il y a le réseau social Facebook qui envahissent également avec beaucoup de journalistes. Chaque Haïtien est un journaliste. Écoutez, ce sont les mêmes réalités. Au Burkina, c'est pratiquement la même chose. Aujourd'hui, on dit que sur les réseaux sociaux, il y a tellement de journalistes, mais bien sûr, pas des journalistes professionnels que vous retrouvez un peu dans les médias. Alors, nous allons poursuivre avec cet entretien. Qu'en est-il de la liberté de la presse maintenant? Est-ce que vous sentez qu'à Haïti, il y a quand même une liberté de la presse assez développée? On vous laisse faire votre travail sans problème. Pour cette question de liberté de la presse, on peut dire... bon, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Nous faisons notre travail. Mais vous savez... Le problème qu'il y a, c'est que, comme on parlait de l'avènement des réseaux sociaux où tout le monde est journaliste, c'est là que ça complique la chose. Par exemple, moi qui travaille pour des médias en ligne, je filme avec mon téléphone, mais là, il est difficile de décanter un journaliste professionnel d'un journaliste citoyen, je dirais. Facebook. Voilà. Et c'est là que ça donne un petit problème, parce que là, quand on te voit avec un téléphone, on va dire mais c'est pas un journaliste, lui, ils ne font que
donner ou partager des informations fausses. Vous voyez? Donc c'est là que on peut parfois avoir rencontré des petites difficultés pour faire le travail, mais c'est pas que la question de liberté de la presse, c'est pas qu'il y a un problème en Haïti. Mais vis-à-vis justement des autorités et des dirigeants, est-ce qu'on se retrouve avec des journalistes qui sont peut-être menacés, qui sont peut-être victimes? Est-ce que vous avez des cas comme ça? Ah oui, il y en a. Il y a plusieurs journalistes qui sont victimes, mais c'est pas ça. Il y a la liberté de la presse. On peut dire qu'il y a la liberté de la presse. Et certaines personnes même parlent de trop. La presse est trop libre. il y a la liberté de la presse et on les journalistes. On ne commande pas ce que vous devrez dire forcément. On ne vous impose pas ce que vous devrez dire forcément. Bien sûr. Un journal peut s'allier avec l'opposition, mais avec le pouvoir. Ça ne dérange personne, si vous êtes pour ou bien si vous êtes contre, bien qu'on dit que les journalistes doivent être neutres. Mais la liberté de la presse et le pouvoir, le gouvernement ne contraint pas un radio ou bien une télé de faire un journal, de dire quelque chose qui est contre sa politique. La liberté de la presse est acquise depuis 86, je crois. Il y avait, avec la dictature, on a banni avec nous les Duvalier, mais la liberté de la presse en Haïti c'est acquis depuis 86 et les journalistes sont libres. Par contre, il y a beaucoup de journalistes qui sont menacés. Il y a des hommes politiques qui sont victimes. Et surtout, on a beaucoup de cas en Haïti. Et Jean-Léopold Dominique, et il y a Vladimir Legagnol, il y a ce journaliste et Diego Charles, Antoinette Netti, justement. Donc récemment, c'est des journalistes qui ont été assassinés, justement. Donc c'est des choses qui arrivent dans le pays, mais c'est pas que on ne peut pas dire que ça vient de l'État ou d'une autre instance, mais c'est un peu compliqué la question, mais la liberté de la presse, ça existe. Il y a ça, certes, en Haïti, il y a même trop de liberté, comme mon ami vient de le dire, mais la question de menaces, d'assassinat de journalistes, c'est récurrent en Haïti. Et est-ce qu'on sent aussi une liberté d'expression pour ce qui concerne les citoyens qui partent peut-être sur les réseaux sociaux et qui parlent ou qui font des sorties? Vous êtes venu au Burkina Faso pour 1 mois quand même, vous avez vu comment ici les citoyens expriment leur opinion. Comment ça se passe à Haïti? Bon, à Haïti, c'est différent. C'est différent pour nous. Comme ici, je vois que le gouvernement ou bien l'ex-gouvernement contrôle le réseau social, Facebook, l'Internet même, et peut couper à tout moment si le gouvernement le veut. Mais en Haïti, il n'y a pas ça. On est libre de dire ce qu'on pense sur les réseaux. D'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements qui ont pris naissance sur les réseaux sociaux avec les hashtags. Il y avait hashtag Petro-Caribé. C'est un fonds qui a été dilapidé en Haïti. Des jeunes ont mené le mouvement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Et il y a beaucoup de mouvements, des mouvements seulement qui peuvent hashtag et ceci, hashtag cela. Et les citoyens peuvent critiquer le gouvernement, tout comme peuvent critiquer l'opposition sur Facebook, sur Twitter. Et le gouvernement, lui, sait que, d'ailleurs, si le président, alors quand on avait un président, il y a beaucoup de citoyens qui font un live, un direct. Il y a beaucoup de citoyens qui écrivent des propos acerbes sur son live. On peut bloquer ça, mais on n'est pas restreint. Et non. Comme ici, je vois que le président a décidé de couper l'Internet, la connexion. C'était pratiquement la première fois aussi cette année que c'est arrivé au Burkina Faso. 2 fois qu'on a vécu ça, pratiquement à l'espace de 2-3 mois. Alors, Monsieur Paul, on va s'intéresser aux deux pays. Si on devrait comparer l'univers médiatique haïtien, l'univers médiatique burkinabé, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ou la pratique journalistique en Haïti et ici. Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Voilà, et ce que je constate, c'est que ici, vous avez des JRI. Donc, c'est des journalistes reporters d'images. Donc, c'est des journalistes complets.
vous faites absolument tout. Le journaliste sur le terrain, il peut cadrer, il peut écrire son papier et puis venir monter tout ça. Il fait absolument tout. Donc je dirais c'est comme un journaliste multimédia et que vous avez là. Là, votre paysage médiatique, je dirais, c'est... pour cette question-là, vous êtes un peu complet, hein, je dirais, et c'est un compliment que je vous fais. Et en Haïti également, il y a ça. Il y a des journalistes reporters d'images, mais ce n'est pas autant que vous ici. Et là, je vois qu'il y a une sorte d'indépendance, c'est que le journaliste qui a été sur le terrain, il n'a besoin presque de personnes pour faire absolument tout seul. Et ça c'est important. Et maintenant, en Haïti, on commence à initier ça on commence à initier des journalistes reporters d'images, mais avant il y avait tout simplement des journalistes reporters tout court qui sont allés recueillir des informations et venir avec ça à la rédaction. C'est le rédacteur en chef qui parfois fait les textes. Ok, mais ici là vous êtes un peu complet. Donc votre paysage médiatique, votre presse, et c'est vraiment intéressante. Ouais, c'est vraiment intéressant. Mais en Haïti, il y a, et comme on vient de le dire, il y a des journalistes qui commencent vraiment à s'adapter avec cette question de reporter d'images. Ils apprennent à faire leur montage, à écrire leurs textes. Donc là, on commence à s'adapter. D'accord. Alors Samuel pourrait dire que, par exemple, lui qui a fait son stage à Savane Média où il y a la télé et la radio, c'est encore plus complet, parce qu'il y a le même journaliste qui part sur le terrain, qui ramène les images, qui traite ces images, qui écrit le papier, qui rend pour la télé et pour la radio. Bien sûr, c'est comme ça, et ce que j'apprécie énormément avec le JRI, et bon, en Haïti, bon, surtout dans mon journal, on ne trouve pas vraiment, parce qu'il nous faut un caméraman, il nous faut un journaliste reporter, et bien, c'est une expérience que je vais essayer, et bon, il y a des JRI en Haïti, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas assez. Pas dans tous les journaux, bien sûr. Voilà. Alors, on me signale que notre temps est en train de filer. On va s'intéresser maintenant à vos travaux ici. Un stage d'1 mois à Savane Média précisément pour Samuel. Et tu as décidé justement de faire un reportage sur la planification familiale et le développement durable. Pourquoi ce thème? Bon, j'ai choisi le thème, c'est en raison... Et après un OMAC, j'ai vu il y a beaucoup de femmes maintenant et pratiquent et fait le planning familial. Et je me demandais pourquoi il y a aussi des femmes au Burkina Faso, mais aller sur le terrain, j'ai vu non seulement on veut éviter la mort des nourrissons et les morts et la mort infantile, et j'ai vu également que la planification familiale, ce n'était pas une chose que les Burkinabés vraiment pratiquaient. On était sceptiques, surtout les hommes, mais les femmes, mais les hommes étaient très sceptiques avec les traditions. Les contraceptions modernes n'étaient pas. On faisait la planification familiale, mais c'était la planification familiale traditionnelle où la femme décide. Il y a une anecdote où la femme, après la première naissance, la femme décide d'aller chez sa mère pour attendre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, pour ne pas être proche de monsieur. Ça, c'est une planification familiale et traditionnelle. Mais avec l'évolution, il y a la planification familiale moderne avec les contraceptions modernes. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes pratiquent ça. Et je me suis dit, mais comment cette évolution de planification familiale traditionnelle à moderne? Et bon, j'ai trouvé la réponse et dans le reportage... On va voir ça. Et puis, tu as avancé ou bien tu as
pratiquement fini ce reportage. Et bon, et bien avancé avec Chef Rabot, bien sûr, bien encadré, bien avancé. Ok, parce que d'ici là, vous allez rentrer, c'est sûr que on sera ravis donc de suivre ce reportage. Et pour Monsieur Paul Ronel, c'est un reportage sur le droit à l'éducation des enfants. Pourquoi ce sujet? Bon, il faut dire que les thèmes ont été choisis justement par l'OIF. D'accord. Ok. Donc maintenant, on nous avait présenté plusieurs thèmes et ce serait à nous justement de choisir sur lequel travailler. Moi justement, j'ai choisi le droit à l'éducation des enfants parce que je sais que le développement justement, ça doit passer par l'éducation, obligatoirement par l'éducation. Donc, je faisais pas mal de recherches sur la question d'éducation inclusive ici au Burkina Faso. J'ai constaté qu'il y a eu pas mal de politiques justement pour favoriser un accès équitable à l'éducation. Mais ça, c'était justement simplement des politiques, mais sur le terrain, il y a vraiment un clivage. Les personnes vulnérables, particulièrement les personnes, les enfants autistes, sont mis de côté. Et les enfants handicapés qui ne peuvent pas justement marcher, il n'y a pas des structures pour les accueillir dans les écoles. Voilà pourquoi moi, j'ai décidé de travailler sur l'accès des enfants handicapés à l'éducation, parce que c'est un droit, c'est pas parce que la personne a une déficience qu'on doit lui priver de son droit, du droit d'avoir une instruction. La personne aussi peut participer au développement du pays. Et c'est ça qui est important de souligner parce que chacun a sa pierre à apporter dans la construction, au développement de son pays. Donc on ne doit pas lui priver de ce droit. Merci bien, merci à vous. Notre temps est terminé. On va vous souhaiter donc bon retour à Haïti et nous espérons bien sûr que ce stage d'1 mois va apporter un plus à chacun de vous. Ah, bien sûr. C'est certain. C'est certain. Merci bien. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Samuel Mentor, journaliste haïtien, et il a fait son stage à Savane Média pour 1 mois. Et également Paul Ronel. Paul, c'est le nom de famille, journaliste haïtien également, un stage au Burkina Faso chez nos confrères à BF1. Il faut rappeler que ces journalistes haïtiens étaient au Burkina Faso dans le cadre d'un projet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, un stage d'1 mois en immersion donc dans l'univers médiatique burkinabé. Ils sont au terme de leur stage et nous avons décidé donc de partager leur expérience bien sûr et de parler de leur stage à travers l'émission Bonjour le Faso dans la rubrique Invité du jour. Et c'est fini pour l'entretien d'aujourd'hui. Pour accompagner nos invités, nous marquons une petite pause. Bien sûr, nous poursuivons avec l'émission Bonjour le Faso sur la télévision des Nouvelles Idées et nous recevons des annonceurs pour parler d'un événement. Il s'agit notamment de l'ouverture officielle de l'espace Nana, un des espaces Nana, puisque vous connaissez justement l'autre espace à Boulmirou. Cette fois-ci, il s'agit de l'ouverture de l'espace Nana du côté de Ouaga 2000. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Edouard Nana, qui est justement restaurateur et promoteur des espaces Nana. Bonjour Monsieur Nana. Bonjour Madame Ntiema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous n'êtes pas venu seul, hein, vous êtes venu avec une demoiselle qui est sur ce plateau avec nous. Il s'agit de Nana Sandrine. Nana Sandrine intervient justement dans les espaces Nana, elle est hôtesse également. Et puis bien sûr, elle va bien vous accueillir le jour de l'ouverture. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, Monsieur Nana. Monsieur Nana, spécialiste des mets locaux. C'est comme ça qu'on vous présente. Et dans mets locaux, il y a un peu du tout, hein, mais surtout des mets du Burkina Faso. Nous allons en parler. Pourquoi justement faire la valorisation des mets locaux, Monsieur Nana? Je fais la valorisation des mets locaux parce que je crois que les mets locaux, c'est ça, c'est du bio et que nous ne pouvons pas passer notre temps à consommer tout ce qui est
importés et que vous savez, quand on fait la valorisation des mets locaux, on fait profiter beaucoup de gens qui interviennent localement dans la chaîne. C'est depuis le village jusqu'en ville. Depuis le village jusqu'en ville. Pourquoi justement vous avez décidé de vous lancer dans la restauration? Dans la restauration, parce que je vois que dans la restauration, c'est le seul domaine que tu sers quelqu'un à manger, il te paye 10 000, 15 000 et tu dis encore merci. Quand on dit le nombre, c'est pas la boxe, mais c'est la restauration. Ah oui. Non seulement il va te payer l'argent, il te dit merci, souvent il te paye encore à boire. Donc ça veut dire que c'est un domaine vraiment qui est très très intéressant. Et vraiment, et c'est le domaine aussi que tu peux savoir si tu es bien organisé. Voilà, parce que beaucoup de choses interviennent, la propreté, le temps. Beaucoup de choses interviennent dans la restauration. Vous êtes passionné de restauration? Oui, j'aime manger. Vous êtes passionné de cuisine? Cuisine, oui, je suis passionné de cuisine parce que tout petit, je faisais la cuisine. Et on m'appelait Nassar Sabla. Nassar Sabla. Parce que j'aimais préparer. Tous les jours, j'aimais préparer. Quand il y avait une fête, étant célibataire, j'invitais mes amis de venir voir la qualité de mes plats. Et j'inventais les plats tout petits. J'inventais, j'ai dit aujourd'hui je vais faire tel plat, j'essayais. Donc j'étais passionné de la cuisine. Passionné de la cuisine et aujourd'hui c'est votre métier. Depuis combien d'années? C'est mon métier, je me suis professionnalisé environ 6 ans comme ça dans la restauration de mes locaux. Alors, les espaces Nana, quels sont les menus que les espaces Nana offrent à la clientèle? Les menus que les espaces Nana offrent, nous avons le riz Soumbala au poulet qui est vraiment prisé à Ouaga, le macaroni, les spaghettis, les poulets sautés au Soumbala, parce que nos plats sont axés surtout sur le Soumbala, voilà, qui est thérapeutique. Et nous avons le Zamné, le Babenda, et nous avons d'autres plats que nous allons ouvrir et commencer dans notre nouvel espace au sein de Ouaga 2000. Il y aura le boile-boile, et nous projetons de faire les plats de presque toutes les régions. Ouais, parce que nous, quand quelqu'un a envie d'un plat d'enfance, qu'il vienne nous dire au restaurant, et il y a tel plat que je mangeais, voilà, dans le Sahel, c'est tel plat qui est prisé, est-ce que vous pouvez le faire? Et nous allons nous battre pour faire le plat pour la personne. Ah oui, donc vous êtes là pour servir la clientèle. Voilà, nous sommes là pour servir la clientèle. Même si dans le menu, ça n'existe pas, nous sommes prêts à aller fouiller, chercher des gens qui connaissent ces genres de plats pour nous apprendre, pour qu'on puisse servir. Monsieur Nana, avant de parler de votre nouvel espace qui se trouve à Ouaga 2000, il y a un autre espace qui se trouve à Boulmugou, très connu quand même des Burkinabés. Très très connu, tout le monde me connaît par le nom Monsieur Nana, puisque Monsieur Nana c'est celui qui est à Boulmugou sous les manguiers, et Mri Soumbala au poulet chez Monsieur Nana à l'espace Moraine, où je ne suis plus, que tout le monde connaît. Voilà, mais je n'y suis plus. Et puis, Monsieur Nana à Boulmugou, quand ils arrivent, on dit que chez Espace Nana, vraiment, je ne me plains pas parce que c'est vraiment connu. C'est vraiment connu. Et quand nous avons des événements là-bas, c'est plein à craquer. Voilà, et nous profitons, et parce que quand j'ai pris l'antenne, j'ai pas salué mes clients, j'ai pas salué les clients d'ici là. Parce non, que à Savane Média, vous nous avez dit quand on préparait cette émission que vous avez des clients fidèles qui travaillent à Savane et qui viennent manger. Des amis, je connais de tous les clients du Burkina Faso et d'ailleurs, parce que le riz aussi, le nom de l'espace Nana a voyagé au-delà des frontières du Burkina et beaucoup en savent. Ceux qui nous suivent sur le canal aujourd'hui savent qu'il y a des clients qui sont venus d'Abidjan, de Togo, des États-Unis. Oui, ils disent que non, que c'est depuis les États-Unis, on t'a suivi, on vient pour manger ton riz, pour voir ce que ça donne. Donc je salue tous les clients. Ah oui. Maintenant, on parle de l'ouverture de votre nouvel espace. Il s'agit donc de l'espace Nana Ouaga 2000. Alors, l'ouverture est prévue pour quand déjà? L'ouverture est prévue pour le 24 février. On commence de 10h jusqu'à minuit. À partir de 17h que les événements vont commencer. La cérémonie d'ouverture. Voilà, la cérémonie. Et j'ai envisagé de me rapprocher de mes clients à Ouaga 2000. Et parce que comme Boulmugou, c'est assez loin de certaines personnes. Et le cadre aussi que nous voulons aménager, nous avons
On a coutume de croire que quand on fait du babenda, il faut seulement rester sur une longue table avec une louche et servir. Donc, je crois que non, nous devrons valoriser nos mains locaux, faire un cadre. Nous voyons des gens qui mettent vraiment des millions pour ouvrir d'autres restaurants, que je ne citerai pas de nom, ce qu'ils font. Mais nous aussi, nous devrons essayer de mettre l'argent dans les restaurants des mains locaux pour que les gens se sentent à l'aise et au lieu, ils peuvent venir s'asseoir, faire des affaires. C'est ce que vous avez fait pour Ouaga du Blé. On va revenir sur les images qui passaient tout à l'heure parce que je suppose que c'est justement le cadre qui va nous accueillir jeudi pour l'ouverture. On revient sur les images rapidement de M. Nana parce qu'on voit que c'est un espace assez grand et vous avez fait justement une décoration qui rappelle la décoration de Tiebélé. Oui, j'ai fait cette décoration parce que comme c'est les mains locaux, et tous les images que nous devons présenter dans notre restaurant, c'est les trucs culturels. Et nous allons encore ajouter d'autres images, d'autres décorations. Voilà, parce qu'à cette étape, on n'était même pas arrivé. On a évolué encore ce que vous voyez. Parce que maintenant, l'espace est fini. L'ouverture officielle, c'est le jeudi. Oui, mais il y a toujours des aménagements qu'on veut faire. Mais quand on met l'argent là, il faut essayer de prendre un peu, quoi. Bien sûr. Pour pouvoir terminer. Bien sûr. Maintenant, vous l'avez dit, l'ouverture officielle, c'est ce jeudi 24. Donc, maintenant, expliquez-nous, situez-nous justement votre nouvel espace à Ouaga 2000, quelle est la situation géographique? Quand vous quittez, par exemple, sans faire de publicité, mais ça va lui profiter, mais je suis obligé peut-être de citer quelqu'un, vous prenez la voie de Nagrin quand vous quittez la Padoua pour Nagrin, les seules deux voies qui rentrent par la gauche à Ouaga 2000, je dis bien deux voies, je n'ai pas dit la grande voie. Quand on dit deux voies, les gens partent prendre jusqu'au feu des hôtels là. Non, c'est les premiers deux voies qui rentrent à Ouaga 2000 direct vers le monument des martyrs. Quand vous à 400 mètres, bon, la publicité il passe, il y a une caisse populaire du centre à droite et puis en face. Et le mur est différent comme vous le voyez, il passe à la télé. Et que c'est visible, c'est le mur qui fait remarquer quand vous passez. Parce qu'on voit des gens qui font des escales pour faire des photos souvent. Parce que c'est la culture. C'est tellement joli. Monsieur Nana, maintenant pour le jour de l'ouverture, quelles sont les conditions d'accès? Est-ce qu'on doit venir manger gratuitement comme ça ou ça se passe comment? Non, vous savez que c'est un truc aussi commercial. Ben, il y aura peut-être quelques plats pour des invités, pour qu'ils goûtent voir. Pour la presse, il y aura aussi des plats pour que vous sachiez de quoi nous sommes capables. Si vous êtes présente ce jour, peut-être ça fait 5 ou 6 ans que vous n'avez pas mangé du bois-bois, là, vous aurez l'occasion. Voilà, pour manger le bois-bois, il faut aller au village, mais nous vous permettons de le manger à Ouagadougou. Voilà, et d'autres plats. Donc, les autres, bon, les clients vont venir et puis consommer aussi. Acheter comme d'habitude. Comme d'habitude, puisqu'ils viennent, d'ailleurs, déjà ils viennent et ils sont pressés que ça finisse pour qu'ils puissent profiter de notre espace. Donc, après la cérémonie d'ouverture, il y a bien sûr donc, les plats qui seront disponibles pour les clients qui veulent acheter. Après la cérémonie d'ouverture, quand on va couper le ruban, il y aura des plats. Dès le matin même, nous aurons des plats disponibles. D'accord. Et quel est le menu prévu pour l'ouverture, par exemple? Bon, je vais citer, par exemple, il y aura le tour, le zamné, le babenda, le boalwala, le rissoumala au poulet. Bien sûr. Le poulet flambé. Poulet flambé. Voilà, il y aura tout ça. D'accord. Et puis après ça, vous avez une activité aussi le 8 mars au niveau de cet espace. Non, le 8 mars, parce que si je vais trop me charger, ça va être compliqué, mais ce sera à l'espace Nana Boulmigou, sous les manguiers, à la sortie sur la route de Bobo à gauche. Et chaque année, nous faisons ça, nous faisons nos activités, et chaque année, nous augmentons de 500 chaises. On a commencé, c'est l'acte 4, et cette année, nous prévoyons mettre 2500 chaises. Voilà, d'accord. De la clientèle. Alors, pour le 8 mars, on va vous recevoir certainement une prochaine fois pour parler de cette activité. Mais on retient que l'ouverture de l'espace Nana Ouaga 2000 est prévue pour ce jeudi. Pour ce jeudi, et nous disons qu'à partir des 17h, il y aura un orchestre qui va jouer en live. Comme nous parlons de culture, nous voulons que les artistes s'expriment en live. Et l'invité d'honneur, c'est KPG, donc ce grand conteur burkinabé.
Voilà, j'oubliais, je veux le remercier parce que KPG, j'ai appelé grand docteur seulement au téléphone. Il a vu KPG, il n'a pas hésité à vouloir nous accompagner. Donc je vais saluer le grand docteur ici et saluer KPG qui me font l'honneur de passer nous voir le jour de l'espace Nana. Donc ce jour, Gam Gam sera ça. Gam Gam Yassa. On va vous permettre de laisser des contacts, monsieur Nana. Oui, vous pouvez appeler Espace Nana Boulumérou ou bien Espace Nana Ouaga 2000. Espace Nana Ouaga 2000, 78 60 06 66 70 36 02 66. Espace Nana Boulumérou, 70 38 32 32 69 34 32 32. Merci à vous, monsieur Nana. Merci, madame. Et jeudi, nous serons là. Ah, nous comptons sur vous. Bien sûr, on vous souhaite plein succès donc pour ce nouvel espace et puis on vous souhaite de bien nous accueillir le jour qu'on va venir puisqu'elle est hôtesse au niveau donc de cette soirée d'ouverture. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Restez avec nous, nous allons vous raccompagner avec un élément, un micro-trottoir que nous avons réalisé concernant le patriotisme. Le temps d'installer Serge Youssef Ouedraogo pour sa chronique. Pour moi, patriotisme, c'est un mot, mais les gens, on parle du patriote, mais on ne comprend pas. Parce que quand on dit patriotisme, ça vient du mot patriote. Dans le patriote, il y a la patrie. Thomas Sankara nous a dit, la patrie ou la mort, nous allons vaincre. Donc la patrie. Bon, aujourd'hui, le Burkina Faso, aujourd'hui, nous, aujourd'hui, on a des problèmes. Mais ce problème, il y a beaucoup d'hommes qui sont assis. L'État doit faire ça, l'État. Ce n'est pas l'État, c'est nous tous. C'est ça, on dit un vrai patriote. Il faut prendre des gens comme la Côte d'Ivoire. Ils ont chanté. Soyons des patriotes. Les artistes, tout le monde chante. Tu as vu, c'est pour motiver. Donc, ici, là, nous tous, c'est un combat, c'est pour nous tous. C'est pas pour quelqu'un. Mais d'autres sont assis, ils pensent que c'est quelqu'un qui doit combattre. Pour eux. Pour qui? Qui va combattre pour qui? Le gouvernement est la même chose comme toi. Donc, quand on dit patriote, soyons patriotes, venez tous, c'est ensemble. C'est-à-dire, patriote, c'est être ensemble. C'est-à-dire pour le meilleur, pour le pire. C'est ça. Le patriotisme, selon moi, c'est participer, contribuer au développement de son pays. Et de nos jours là, comme il y a beaucoup de terrorisme et tout là, la main dans la main pour qu'on puisse rehausser ce niveau qui est là, ou bien. Le patriotisme, je pense que c'est le fait d'aider son pays à avancer, plutôt à développer certaines stratégies qui pouvaient aider la population à avoir la fraternité ensemble, de vivre ensemble, quoi, selon moi. Comme des exemples, je peux dire, par exemple, on voit que notre pays est en train de traverser un moment difficile, par exemple de terrorisme. Je pense en tant que patriote, nous allons tous vraiment peut-être aider avec les forces de défense pour montrer notre intérêt dans ces pays-là. Donc je pense que ça fait partie du patriote. En tant que patriote, je pense que c'est un devoir aussi que nous contribuons pour la paix de ces pays, quoi. Selon moi, si on dit une personne est patriote, c'est une personne qui se défend pour son pays. Je veux prendre exemple, comme on est en train de faire comme il y a des attaques qui se passent, en observant, en envoyant des aides qui se montrent, on peut appeler nos sécurités pour les informer. Quand on voit des personnes bizarrement ici, si on pouvait venir nous aider, ou bien en détruisant les forêts, on peut porter nos sensibilisations à les peuples burkinabés de ne plus détruire ou de ne plus brûler les feux. On est patriote lorsqu'on défend les intérêts de sa nation, l'amour de sa patrie au fait. Par exemple, en respectant peut-être la montée du drapeau burkinabé. Le patriotisme, c'est le fait que quelqu'un a de l'amour pour son patrie. Bon, le pays où on est. Retour sur ce plateau pour la chronique Nœud sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo. Alors Youssef, bonjour. Bonjour Abeta. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On parle de patriotisme aujourd'hui. Alors Youssef, quelle définition doit-on donner au patriotisme? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? Déjà, il faut dire que ces derniers temps, tout le monde c'est patriotisme. Donc le mot patriotisme simplement désigne un sentiment d'appartenance ou d'attachement à son pays. Et cela favorise le respect des obligations civiques dans la société. C'est un attachement, un dévouement
que vous devez vraiment avoir envers votre pays. Patriotisme. Alors, Youssef, selon toi, quels sont les principes donc, du patriotisme? Les principes, déjà ici, quand on parle d'appartenance et d'attachement, il faut déjà être attaché à un même pays. Il faut aussi que le sentiment qui renforce, qui limite les valeurs communes. Il faut l'amour et la fierté. Voilà, les dévouements de se battre aussi pour son pays. Aujourd'hui, on parle du patriotisme. Au temps de Thomas Sankara, on parle. Aujourd'hui encore, avec l'arrivée du MPCR, on parle du patriotisme. Ce n'est pas dans la bouche seulement qu'il faut parler du patriotisme. Il faut dans le concret. Quand un enseignant dit que c'est un bic, c'est un bic. Ça, c'est le concret. Donc, le concret, c'est quoi? Il faut se battre pour la défense de son pays. Voilà, aujourd'hui, nous sommes entourés de beaucoup de problèmes, d'attaques gauche-droite. Aujourd'hui, ceux qui chantent, je suis patriote, il faudrait montrer ça concrètement. Qu'est-ce que c'est que le patriotisme sur le terrain? Il faut démontrer ça par les actions. Oui. Alors, et quelle est l'importance du patriotisme ou le fait d'être patriote? Quelle est son importance pour le pays ou pour soi-même? Bon, son importance ici, c'est dit que ça assure la patrie, l'individu, les conditions indispensables. Il y a les conditions indispensables au développement intellectuel, social, économique que l'homme déjà peut contribuer pour le développement de son pays. Quand on prend ça, l'individu, l'homme, vous savez que c'est le pays qui vous a donné certaines ressources, qui vous a formé à certains niveaux, et vous devez venir réinvestir ce que vous avez reçu là pour le pays. Mais on voit qu'il y a d'autres qui ne le font pas. Voilà, d'autres, quand le pays les donne ce savoir et les différentes connaissances que je viens de citer là, ils préfèrent faire autre chose. Maintenant, si vous venez pour réinvestir, il faut investir ça avec patriotisme, voilà, avec responsabilité, avec honnêteté, mais pour ne pas venir encore faire ce qui n'est pas faisable. Bien sûr. Alors, Youssef, on parle souvent de patriotisme, de nationalisme. Où se situe la différence entre ces deux notions? La différence ici, c'est quoi? Quand on parle de patriotisme, c'est l'amour. C'est l'amour des siens. Et maintenant, quand on parle du nationalisme, là, c'est la haine des autres. Voilà. L'autre côté, c'est l'amour et l'autre côté, c'est la haine. Voilà. On peut lire dans des documents là, qui est tiré, l'écrivain qui s'appelle Romain Gary, qui a écrit ça dans l'éducation européenne. Quand on va regarder là-dedans, on voit ce qui est, c'est bien clair là-dedans. Pour aller plus loin, vous allez approfondir vos connaissances par rapport au patriotisme et au nationalisme. C'est différent. Oui. Alors, Youssef, pour terminer, quelles sont les valeurs du patriotisme que chaque citoyen, surtout burkinabé, doit avoir ou incarner? Ce que chaque citoyen burkinabé doit avoir, à l'heure actuelle, et Thomas Sankara est venu, il a fait son temps, fait à son âge. Et aujourd'hui, le mouvement, le MPCR est là aussi. Dans les discours, on parle du patriotisme, on parle de valeurs. Donc, pour que le citoyen burkinabé aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui les gens qui organisent des marches pour soutenir le mouvement qui vient d'arriver parce qu'ils sont contents. Oui, ça c'est bon. Mais comme vous l'avez demandé, il faut être honnête. Il ne faudrait pas organiser des marches ou bien pour soutenir. Pourtant, vous n'êtes pas honnête. Dans les valeurs ici, il y a l'honnêteté d'abord. L'honnêteté. Il y a l'honnêteté. Il y a l'intégrité. Quand on parle des pays des hommes intègres, est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont au devant de la scène, qui sont en train de crier haut et fort, nous soutenons, nous accompagnons, nous faisons sur cela, est-ce qu'ils sont intègres? C'est ça aussi. Il faudrait aussi voir le dévouement, voilà, et l'amour de la patrie. Il faut la probité. Il faut aussi qu'il y ait le respect des symboles de la nation. Voilà. C'est vrai que le drapeau, c'est un symbole, mais ceux qui sont là, qui parlent... Voilà, l'autorité aussi. Voilà, l'autorité. Il faut le respect. Voilà, voilà. Donc, même si vous êtes patriote, est-ce qu'on peut s'amuser à brûler le drapeau d'autres pays? Même si vous n'êtes pas content, je me dis que ce n'est pas comme ça que ça se fait. Voilà. Il faut aussi que l'exemple part par ceux qui veulent que ça change. Voilà. L'exemple doit devenir des premiers responsables. Donc, tout cela résumé, et il faudrait vraiment que l'intégrité surtout et l'honnêteté soient au devant de la chose. Voilà. Il ne faudrait pas regarder le visage de tout un chacun et dire que je suis patriote, je suis interne. Non. Ce sont des actes concrets. Les actes concrets commencent d'abord par le sommet. En ce moment, la base qui est là, vous regardez, quelqu'un disait la dernière fois que quand le président Feu Thomas Sankara disait nous allons faire, lui-même il se lève, il prend la daba, il commence et les gens viennent. Mais il ne faudrait pas que ça soit écrit, fait
vous-même commencez d'abord. Merci bien Youssef, merci à toi. Désolé pour ce temps et nous allons revenir. Mardi, on te promet. Si merci bien. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Ravi de vous avoir présenté cette émission. Et voilà, rendez-vous demain. Cus.